Bonjour, bienvenue au MUSEM. Bonsoir d'ailleurs, puisqu'il s'agit, nous ouvrons votre soirée avec nous. Merci d'être avec nous. Le MUSEM pour cette exposition, le Grand Mezzé, qui va s'ouvrir très bientôt, en tout cas on l'espère, et cette série de rencontres qui permet un petit peu de préparer et en apéritif à cette exposition, le Grand Mezzé, sur les cultures et les gastronomies, l'alimentation en Méditerranée, la diète méditerranéenne telle qu'elle a été inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO. C'était en 2010. Il y a déjà eu 2 rencontres. La première était en décembre, nous avions parlé d'une gastronomie zéro carbone. La seconde était au début du mois de février. Nous avions parlé alors d'agropastoralisme avec un chèvrier, un agriculteur paysan, François Borel, qui est l'élève des chèvres du Rhône. Et aujourd'hui donc, Méditerranée dans un de ses pans un peu incontournables, à savoir le végétal. Et quand on parle de végétal, bien sûr nous parlons là de céréales, également de fruits, de légumes. Et c'est dont on va parler tout au long de cette émission. Alors l'avantage, bien sûr, pour parler de cela de manière concrète et très conviviale, nous sommes, comme pour les 2 précédentes rencontres, en compagnie d'un chef, d'une chef en l'occurrence aujourd'hui. Bonjour Nadia Samut. Bonjour. Donc vous êtes chef cuisinière du Chef Étoilé à l'Auberge de la Fenière. Nous sommes près de Marseille, au nord de Marseille. En fait, elle est située entre 2 petits villages, Cadenet et Lourmarin, dans le Luberon. À 60 km au nord de Marseille. Un territoire qui est le vôtre, puisque vous êtes né, je crois, à Lourmarin. Exactement. Donc vous êtes resté dans l'auberge qui est totalement familiale, puisque votre mère, d'ailleurs, est cuisinière à la Fenière, ainsi que votre grand-mère, Claudette, qui a commencé à exercer et qui a d'ailleurs créé cette auberge de la Fenière. Vous nous expliquerez peut-être d'où vient ce mot, Fenière ? Oui. En 2 mots, peut-être ? La Fenière, c'est un grenier à foin. Et le premier établissement que mes parents ont créé, enfin ma grand-mère avec mon père à l'époque, c'était dans un grenier du village de Lourmarin. Et donc, ils l'ont appelé la Fenière. Et puis, ils ont exercé là-bas pendant 25 ans et après, ils sont arrivés à l'auberge dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, qui est une propriété agricole entre Lourmarin et Cadenet et sur laquelle donc, est l'auberge La Fenière depuis 20 ans aussi maintenant. Donc merci beaucoup d'être avec nous. Alors on a la chance aussi, parce qu'on laisse la possibilité aux chefs de discuter avec un de leurs invités, et en l'occurrence l'invité que vous avez choisi et que le MUSEM a convié, c'est Jean-Pierre Poulain. Bonjour Jean-Pierre Poulain. Bonjour à toutes les 2. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes sociologue, on peut dire, spécialisé de l'alimentation ? On peut dire. On peut dire. Vous êtes professeur à Toulouse et également vous avez une chaire Food Studies, donc qui comporte quand même bien les anglais, à savoir c'est l'alimentation mais dans plusieurs façons de la regarder. On parle d'économie, on parle d'histoire, on parle de géographie, donc des études de l'alimentation, et ça c'est à Kuala Lumpur en Malaisie. Donc merci beaucoup d'être avec nous pour parler de ces cuisines méditerranéennes parce qu'elles sont plurielles et en même temps uniques. C'est ce qu'on va essayer de voir tout au long de cette rencontre et de ce rendez-vous. Mais déjà, première question de base, j'ai envie de vous poser à l'un et à l'autre, évidemment. À quoi correspondent ces cuisines méditerranéennes ? Nadia Samut. C'est pour moi, effectivement, la mixité de ce bassin méditerranéen et de ses influences culinaires que je vis d'ailleurs aussi dans ma famille, parce que moi, ma grand-mère venait de Tunisie et mon grand-père de Sicile et Malte, émigré en Tunisie, arrivé en Provence. Donc oui, c'est un parcours, je dirais, de territoire en territoire autour de cette Méditerranée qui semble effectivement construire ses origines et ses univers culinaires. Voilà. Quels sont les goûts pour vous quand on vous parle de Méditerranée ? Quels sont les saveurs et les goûts qui vous viennent à l'esprit qui signent ? Effectivement, pour le coup, ce sont vraiment des légumes où je vais retenir le goût de l'aubergine, la manière de la cuire, la tomate, également l'ail, forcément, puis ces herbes, ces aromates. Donc il y a tout un travail et toute une culture qui se transmet et qui est pour moi, effectivement, sur le légume, où je vais avoir des intensités différentes, des manières de cuire, des manières de les manger d'ailleurs aussi, et ce côté de saisonnalité qui est forcément hyper important, parce qu'on mange en Provence et même dans la Méditerranée, la tomate au moment où elle est la plus mûre, la plus mature, et où elle va donner l'excellence de son goût. La cuisine méditerranéenne vraiment implantée dans la saison.
Oui. vous diriez. Une Oui, cuisine de complètement. marché. Cuisine de marché, cuisine d'une ruralité aussi qui effectivement respecte ses saisons oui, du moment où on l'a, enfin de l'instant, je dirais, voilà. Exactement. Jean-Pierre Poulain, vous avez écrit un livre, vous, sur la cuisine de Provence et le comté de Nice. Alors là, on est dans un pan très français de la cuisine méditerranéenne, mais qu'est-ce qu'elle évoque pour vous, cette cuisine ou ces cuisines méditerranéennes? Tout d'abord, c'est vraiment le lieu où il faut parler de ça, puisque c'est le musée des civilisations, et donc cette mise au pluriel, elle est extrêmement importante pour comprendre ce qui se joue ici. C'est d'abord, de part et d'autre des rives de la Méditerranée, on a des contextes géographiques qui sont différents. Mais de part et d'autre de la Méditerranée, on a aussi des cultures qui sont organisées de façon différente avec trois grandes religions, puis aussi une tradition de détachement par rapport aux religions à l'intérieur de cet univers. Donc on a une richesse ici, culturelle. Et puis on se rappelle Fernand Braudel, dans cet ouvrage qui va organiser la nouvelle lecture de l'histoire, qui regarde la Méditerranée comme un lieu autour duquel, à partir duquel, s'organisent des échanges, s'organisent des migrations, migration de produits, migration d'hommes. Ces échanges-là, sont essentiels. Juste deux mots, rappelons-nous les échanges avec l'Asie et les caravanes qui arrivent au Liban, et à partir desquelles les compagnies maritimes italiennes vont organiser la diffusion sur l'ensemble de la Méditerranée. Les produits nouveaux arrivent, puis lorsqu'on va découvrir le Nouveau Monde, le Portugal et l'Espagne vont être la voie d'entrée de tous ces produits qui nous semblent ici de toute l'éternité, comme la tomate ou le chocolat, etc. Donc on a ici, avec cette particularité, c'était que on amenait d'abord les produits au pape et ensuite la diffusion repartait de l'Italie. Donc on est ici dans un nœud civilisationnel à partir duquel des échanges d'hommes, des échanges de produits se sont organisés dans des rapports d'identité, de différence. Et on a une dialectique ici du local et de l'universel qui se met en place. Vous diriez que c'était... En fait, c'est dans le dictionnaire des cultures alimentaires que vous avez dirigé, dans l'article sur le régime méditerranéen, justement, où il est question de laboratoire du monde, un grand carrefour en réalité, et pour les hommes et pour les produits, où ces produits étaient importés et on voyait un peu comment ils pouvaient s'adapter au sol, à la culture, à la chaleur. Est-ce que vous diriez, vous resteriez sur ce thème de laboratoire, d'échange de plaques comme ça? Oui, c'est une dimension importante. Sans doute une autre dimension importante, c'est que ce que nous aimons dans la cuisine méditerranéenne, c'est une espèce de rapport nostalgique à un moment donné où l'organisation n'était pas trop industrialisée, où le rapport entre la ville et la campagne était marqué par un certain équilibre, et où nos sociétés contemporaines, aujourd'hui, ont un regard nostalgique et regardent ça un peu comme un héritage, comme quelque chose qu'il conviendrait de protéger. Parce que vous voyez, quand tout est parti, grosso modo, dans les années 50, avec ce regard d'un géographe américain qui regarde la Crète et qui écrit un livre qui s'intitule Étude d'un cas d'un pays sous-développé. Et il se rend compte que la mortalité, hors mortalité infantile, est plus basse qu'ailleurs. Et les gens vivent plus vieux. Et il essaye de comprendre, d'établir le lien, et il va trouver effectivement ce qui va faire un des registres du régime méditerranéen. Sauf qu'aujourd'hui, les Crétois ne mangent plus du tout comme ça. Et que partout à l'intérieur de nos pays du pourtour méditerranéen, il y a eu une transformation, une modernisation. Et que nous regardons cette manière de manger, on va dire, des années 60, un petit peu comme quelque chose qui a été un temps un peu C'était béni. tellement mieux avant, un petit peu, cette réflexion qu'on peut se faire. Mais il y a quelques éléments intéressants dans ces rapports d'équilibre, de relations humaines entre les individus à l'intérieur du système alimentaire. Et c'est des choses qu'on peut revivifier et sur lesquelles on a des choses
à faire repartir. Justement, cette diète méditerranéenne à laquelle vous faites allusion, Jean-Pierre Poulain, quelle image elle a pour vous, Nadia Samut, en cuisine, vous qui travaillez justement sur le vivant, puisque la faire revivre, c'est un peu ça, votre vocation. C'est une cuisine qui est très inspirante. C'est plus un art de vie pour moi qu'une diète au sens propre du terme et telle qu'on la comprendrait en fait dans nos sociétés, parce que la diète est souvent associée au privatif quelque part et donc au fait qu'on cloisonne les choses. Et moi je pense que le territoire méditerranéen et la manière d'exprimer la cuisine méditerranéenne, c'est une grande ouverture et c'est vraiment ce qui m'inspire aussi. Et donc j'ai pris ce territoire comme quelque chose de très inspirant, autant dans des techniques culinaires, comme le disait Jean-Pierre, qui arrivent par les voyages, parce qu'on a emmené les épices à un tel moment, parce que la cuisine a évolué après dans l'histoire. Quand on lit tous ces livres de cuisine et toutes ces manières à laquelle les gens ont cuisiné dans différents pays, on se rend compte en fait de l'évolution effectivement des parcours des aliments, des ingrédients. Et moi, cette Méditerranée, elle est justement pleine d'ouverture. Et par contre, je trouve qu'elle a des codes qui sont essentiels et des codes réconfortent en fait la vie et nous amènent à suivre quelque chose qui est du domaine, je trouve, du réconfortant, du cadre aussi. Et c'est un bel équilibre entre ces deux choses pour moi, la diète méditerranéenne, si je peux dire ça comme ça. De quel code, par exemple, parlez-vous, si vous deviez donner un exemple un peu concret? Je parlerai effectivement de cette saisonnalité, des ingrédients aussi qu'on va trouver dans notre culture agricole méditerranéenne et qu'on aura intérêt justement à retravailler. Moi, je travaille beaucoup le pois chiche avec la rotation sur les sols en agriculture, mais le pois chiche, c'est un élément clé, je trouve aussi, dans cette cuisine méditerranéenne qui a toujours existé, qui existe dans d'autres pays, qu'on avait peut-être moins chez nous. Et je trouve que c'est important justement de se réinterroger sur la production agricole et de la mettre justement, de la remettre, si on peut dire, comme le disait Jean-Pierre, vivifier un petit peu au sein de notre cuisine pour recréer des codes de bonne saisonnalité, de respect de culture, de diversité et de biodiversité. Et ça, c'est l'essentiel, oui, je pense, des codes de notre cuisine méditerranéenne. Jean-Pierre Poulain, Nadia Samut disait à l'instant, elle parlait du pois chiche. Est-ce que le pois chiche, c'est une légumineuse qui est endémique, qui appartient à la Méditerranée? Alors, pas à toute la Méditerranée. Et oui, ça me fait penser à un des grands auteurs, Maxime Rodinson. Maxime Rodinson est quelqu'un qui, dans les années 50, travaille au musée à la Bibliothèque nationale. Et il a en charge les manuscrits arabes. Et il est fasciné par le nombre de livres de cuisine qu'il y a sur les manuscrits arabes. Et il va faire quelque chose, il va commencer à écrire des papiers sur l'influence entre la civilisation arabe et la civilisation, on va dire, européenne, sur les aristocrates. Et il va le faire à travers les produits alimentaires, à travers la cuisine. Et il va le faire de façon très intéressante parce que, jusqu'à ce jour, on regardait les produits se promener d'un pays à l'autre. Et lui, il va regarder ça en essayant de comprendre comment ça rentre dans la hiérarchie sociale. C'est-à-dire par où ça rentre et comment ça se diffuse à l'intérieur d'une société. Et donc, chaque produit devient un exemple intéressant de voir cette diffusion. Et au bout d'un certain temps, les produits deviennent des produits locaux. La soca de Nice, par exemple, eh bien, les gens de Nice considèrent que c'est quelque chose qui appartient à leur patrimoine. Lorsque le maïs se déplace de l'Italie vers la France et vers le Jura et qu'on va avoir des recettes qui vont s'adapter, ça fait partie. Le cassoulet, on sait bien qu'il n'y a pas de haricots dans l'ancien monde. Il y a des choses qui ressemblent. Les moungettes, on pourra en parler éventuellement. Mais quand le haricot arrive, il prend une place, d'un seul coup, tout le monde trouve ça normal. Regardez, quand vous posez la question à quelqu'un et que vous leur parlez des magrets de canard, les gens des jeunes générations considèrent que c'est quelque chose qui a existé de tout temps dans la gastronomie française. Ça paraît tellement français. Alors ça a été inventé par André Daguin en 1974. Personne n'avait mangé de magrets de canard avant. Et c'est le fait que
le foie gras connaissait un succès important. On ne savait pas quoi faire des paletots de canards et d'oies. Et Damien a l'idée de s'en servir comme de la viande rouge et de lui appliquer des modes de cuisson. Et d'un seul coup, mais 10 ans après, tout le monde trouve ça normal. Ça fait partie. Donc on a ici des produits qui vont rentrer dans des systèmes culinaires et qui vont, d'une certaine façon, devenir des produits locaux. On va dire ils vont être traités à la façon d'eux. Et l'histoire de l'alimentation est une histoire d'appropriation, une histoire d'adaptation des recettes à des produits comme ça. Si on faisait la liste des produits méditerranéens, des produits autochtones, des produits qui arrivent d'ailleurs, on verrait qu'il y en a beaucoup qui arrivent d'ailleurs. Oui, c'est ça. Et qu'en définitive, ce qu'on pense être un plateau méditerranéen se retrouve juste réduit à quelques herbes. Et on serait peut-être un peu déçus et n'allons pas là-dedans, peut-être. Oui, mais il y a une manière de s'en servir. Bien sûr. Il y a une manière de s'en servir et il y a un style. Il y a des formes d'appropriation. Et c'est sans doute ça qui est plus intéressant que de vouloir chercher la vraie origine d'un produit qui serait arrivé là. Si c'était le cas, Michel Bras ne ferait pas de cuisine. Parce que sur l'Aubrac, on ne mange pas grand-chose. Tout à fait. Vous avez évoqué évidemment dans la diète méditerranéenne son aspect santé. Mais il y a un autre aspect qui est fondamental dans la diète méditerranéenne, c'est celui qui a été l'argument principal de ceux qui ont déposé le dossier à l'UNESCO pour que cette diète méditerranéenne soit inscrite au patrimoine, c'est-à-dire tout l'aspect culturel de la diète méditerranéenne. C'est ce dont vous parliez un petit peu, Nadia, à savoir c'est vivre ensemble. Oui, il y a ce vivre ensemble, cette mixité dont on parle depuis tout à l'heure, effectivement, parce que les gens sont venus apporter aussi des ingrédients et des techniques et des choses comme ça. Et il y a, je crois aussi, il y a une chose qui peut-être m'a été transmise, mais en tout cas qui, chez moi, me semble être un des arguments de cette cuisine méditerranéenne et même de cette diète méditerranéenne, c'est le cœur que l'on met dans la cuisine en fait, et c'est certainement la même chose dans d'autres contrées, dans d'autres régions peut-être, mais en tout cas pour moi la Méditerranée c'est aussi cette cuisine forte du cœur et de l'envie du partage, cette commensalité dont j'aime parler. Oui, commensalité, alors c'est un terme qui peut sembler surprenant, tout le monde ne connaît pas le terme commensalité. Est-ce que vous pourriez nous dire quelle est votre définition? Pour moi effectivement, d'ailleurs j'en ai nommé une de mes entreprises, Commensal, c'est ce partage à table, effectivement cette valeur de partage. Et de l'autre côté, en fait, dans le Luberon, les commensales, ce sont les confréries d'agriculteurs. Donc c'était un petit entre-deux de partage et effectivement de regard de cette façon-là. Mais je pense que Jean-Pierre, pour le coup, sur la commensalité, je vous suis. Oui, mais c'est être ensemble, c'est créer le sentiment de la présence au monde. Et c'est une des particularités de l'alimentation, c'est qu'elle nous ancre dans l'instant et dans l'instant avec les autres. Il y a ce formidable film, Le Festin de Babette, où on voit, vous savez, les gens qui ont accueilli Babette et qui disent elle est stupide de dépenser tout son argent. Peut-être, je me permets de vous interrompre juste pour rappeler à ceux qui n'auraient pas vu Le Festin de Babette, qui est tiré d'un livre de Karen Blixen, et donc qui raconte l'histoire de quelqu'un qui trouve refuge dans un pays du Nord, auprès de deux sœurs qui l'accueillent, et qui, pour les remercier un jour, parce qu'elles gagnent au loto, elles gagnent une fortune, enfin l'équivalent d'un loto, en tout cas une fortune, et pour remercier ces sœurs, elle organise un repas extraordinaire, avec les mains les plus fins, et c'est à l'occasion de ce repas, en fait, que l'on découvre qu'elle a travaillé dans les plus grandes maisons de Paris, et ça se délite au fur et à mesure, et les sœurs au début ne comprennent pas pourquoi ce repas, et bien sûr il y a la faim, mais Jean-Pierre Poulin, du coup je vous laisse continuer votre explication. Merci, tout à fait. Et donc il y a une scène absolument extraordinaire où il y a le maire du village qui dit ils sont partagés parce qu'ils veulent effectivement honorer Babette, mais ils trouvent ça absolument ridicule. Et donc, ils ont cette phrase absolument étonnante, et il dit « On va y aller, mais on ne prendra pas de plaisir. » Et donc, ils s'installent, raides comme la justice, là, avec un bâton dans le dos. Et il y a une scène fabuleuse où ils prennent le verre en main, et ils se mettent à boire. Et là, on voit comme si le temps s'arrêtait. Et ils se regardent.
d'un seul coup, les autres sont présents là. Et on touche du doigt ici ce qu'est la convivialité, être ensemble avec les autres, et c'est l'alimentation qui nous aide à ça. Et ça, c'est un des rapports particuliers, on va dire, de la chrétienté. Mais ce qui est fascinant dans la Méditerranée, c'est qu'on a les 3 grandes religions qui sont présentes, avec des rapports particuliers à l'alimentation, avec des sociétés qui ont des rapports avec des interdits, des sociétés qui ont des rapports sans interdits, et tout ça, ça façonne une manière d'être, ça façonne des cultures alimentaires, ça façonne des manières d'être ensemble, mais aussi des manières de passer d'un groupe à l'autre, et avec des étanchéités, avec des porosités. C'est peut-être une des particularités, une des grandes leçons de la Méditerranée historique, qui est d'articuler le différent et le général et l'universel. Tous ensemble et vivre ensemble. Il y a, Nadia Samut, dans votre histoire, des voyages en Méditerranée, je crois. Oui. Est-ce que vous pourriez nous parler d'une ou deux expériences qui vous ont renforcé dans votre cuisine méditerranéenne? Et en tout cas, dans l'approche qui est multiple et multiculturelle. Au-delà du voyage que j'ai fait moi-même, il y a un voyage dans ma famille qui est donc une hérédité culturelle que l'on m'a transmise depuis toutes ces années. Et je parlerai par exemple de la venue de ma grand-mère justement à Marseille d'ailleurs, quand elle est arrivée de Tunisie. Elle cuisinait par plaisir de transmission et de partage. Et chez moi, j'ai retenu un goût particulièrement marqué, qui est ce couscous au poisson, avec ce travail sur une semoule, puis des boulettes de poisson, justement de mulet, de ce poisson de mulet de pleine mer, et puis un travail sur la réduction de cette soupe de roche. Et j'en ai fait, et ce plat par exemple a traversé effectivement les générations chez moi, puisque ma mère l'avait interprété à sa façon, ma mère qui venait des Vosges en plus, qui est une méditerranéenne d'adoption, et moi qui suis arrivée avec ce souvenir en tête. Et cette volonté, quelque part, de raconter à ma façon ce que j'avais hérité, ce dont j'avais hérité. Et c'est vrai que, par exemple, je vais travailler avec une semoule, comme je ne mange pas de gluten, je suis obligée de réfléchir justement à cet univers du goût et de la céréale que je vais amener. Et là, j'ai travaillé sur une semoule de manioc, d'attiéké, mais je travaille également avec une semoule de gland, de chêne, et je travaille aussi sur une semoule de cactus. Donc, c'est finalement, pour moi, ça a été cette transmission d'un plat, d'une générosité, d'une culture essentielle dans la cuisine familiale chez moi, que j'aurais pu ne plus pouvoir manger de cette façon-là, et que je suis venue interpréter avec ma sensibilité et mon envie de faire plaisir à d'autres, tout en réfléchissant à l'essentiel des éléments qu'on avait dans ce plat. Donc, par exemple, ça, c'est une des recettes qui, pour moi, me touche. Mais dans mes voyages, la Turquie m'a toujours énormément touchée, culinairement parlant, par les techniques agricoles que j'ai pu aller voir en Cappadoce et d'ailleurs dans d'autres régions. Et puis, sur les méthodes de cuisson et autres. Et je raconte toujours l'histoire de l'aubergine à Istanbul, d'un côté de la rive asiatique et européenne, qui va être sur le caviar complètement différent, le caviar d'aubergine, où on va avoir une aubergine à la flamme, d'un côté où le fumé va apporter cette intensité et cette jolie finalement épice naturelle, je dirais, ou en tout cas ce goût et cette jolie note, et de l'autre côté sur la rive asiatique où on va avoir l'épice qui va venir, ce cumin qui va venir agrémenter et assaisonner notre aubergine. Donc j'aime bien en fait effectivement essayer de comprendre les énergies et les méthodes à laquelle les gens sont venus apporter, comme le disait Jean-Pierre tout à l'heure, cette petite diversité des ingrédients qui ont voyagé. Jean-Pierre, que vous inspire cette aubergine? Moi, elle m'inspire grand bien. Moi, j'adore les aubergines. Blanche. Envie d'y goûter. Et le caviar d'aubergine, ça, c'est absolument fabuleux. Ce que ça m'inspire, c'était de voir Nadia se bagarrer avec le désir de continuer à manger un plat d'une famille qui avait du sens pour elle, qui était fort, et se bagarrer avec la contrainte. La contrainte qui était le fait pour elle de ne pas manger de gluten. Et je trouve ça extrêmement intéressant. Et on voit à quel point, ici, un goût est lié à une histoire familiale, est lié à plus que ça. C'est quelque chose qui nous fait identité. Et je crois qu'il ne faut pas avoir peur de parler de cette notion-là quand on touche à la cuisine.
Parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui se construit au jour le jour. Et que lorsque on voyage et qu'on ne mange pas ce qu'on a l'habitude de manger, moi je suis souvent en Asie et vous avez des Français qui viennent me voir et on mange bien ici, mais au bout de 3-4 jours, il faut qu'ils parlent de cuisine française, il faut qu'ils parlent de steak frites, de camembert, de choses de bourguignon. Et c'est pas parce qu'on mange pas bien, c'est parce qu'effectivement, ça fait partie des routines qui participent à la construction et à l'entretien. Et ce que font les chefs, là, quand ils arrivent à travailler avec ce jeu de contraintes, c'est de protéger quelque chose qui est essentiel dans une culture alimentaire. C'est quelque chose qui est la mémoire d'un goût, la mémoire de quelque chose qui passe d'une génération à une autre, d'une famille à une autre, parfois d'une génération de cuisiniers, entre eux également. Et je trouve ça extrêmement intéressant parce que ça montre toute une intelligence pratique, toute une intelligence technique. Et donc on a envie de comprendre, de mieux comprendre pourquoi autant d'intelligence et d'intérêt pour ça. C'est bien que c'est essentiel. Une astuce, une audace en tout cas. Vous avez dit que vous êtes allergique au gluten, c'est une maladie et vous avez fait de cette difficulté réelle une force. Vous avez construit en fait votre diète. Je vais parler de diète parce que la diète c'est une manière de s'alimenter aussi, c'est un régime en termes de construction d'une alimentation, de son alimentation. Vous avez construit cette alimentation méditerranéenne également. Comment est-ce que vous avez élaboré et comment vous avez fait en sorte que justement ce soit une alternative? Est-ce que c'est une alternative déjà? Est-ce que vous diriez que c'est une alternative? Alors je vais recommencer juste par la première chose. Je ne suis pas allergique au gluten, je suis malade cœliaque intolérante, c'est une maladie auto-immune et il ne faut pas le comparer à l'allergie parce que ça n'a rien à voir, c'est important que les gens puissent le savoir. Mais en revanche, j'ai eu envie de vivre en fait tout simplement et du coup de changer mon monde pour changer celui des autres. Ça veut dire changer le regard sur cette privation, ce qu'on aurait pu avoir comme une privation d'ailleurs, mais qui n'en était pas une pour moi parce que j'ai décidé de choisir les ingrédients que j'allais avoir dans mon pays, donc dans mon pays propre, que j'ai appelé cuisine libre, qui est une cuisine libre de dictats et une cuisine libre d'expression aussi, qui m'invite à aller chercher plus loin comment me faire du bien et faire du bien aux autres, sans parler simplement de santé, mais de vie en fait. Et tout déséquilibre amène à tendre vers l'équilibre. Et moi, c'est mon travail de réfléchir à cet équilibre de vie. Et du coup, dans cette énergie culinaire que je suis allée chercher, il y avait effectivement le réconfort et l'histoire culinaire de ma famille, évidemment, puisque ça fait partie de mon éducation et que dans ma tête, ça fait partie aussi du confort, des certaines Madeleines de Proust, je pourrais dire. Et puis derrière, il y a eu tout cette énergie, tout cet univers que j'ai eu envie de construire en réfléchissant à tout ingrédient que j'allais amener dans le corps des gens et qui amènerait ce qu'on appelle le bonheur, le goût du bonheur, le goût d'un souvenir. Je vois souvent des gens qui viennent dans mon restaurant et qui me disent « Ouh là là, moi j'aime pas le pois chiche par exemple, je préfère pas, je le digère pas ». Et en fait, tout mon travail consiste à les amener dans un monde merveilleux où le pois chiche prend une place extraordinaire et les invite à le découvrir complètement différemment. Tout en restant dans un univers où je vais utiliser le pois chiche, l'huile d'olive par exemple, et je sais pas, le riz. Et donc en fait je vais aller chercher comme ça une glace au lait de pois chiche avec une feuille de pain croustillante à la farine de riz, et derrière je ferai un petit café torréfié de pois chiche. Donc en fait c'est des univers que j'ai envie de reconstruire aussi pour créer des mémoires nouvelles dans mon monde et que les gens aiment ce monde-là aussi. Quand on parle de cuisine, il y a effectivement donc il y a la cuisine, il y a les ingrédients, mais il y a aussi la manière de cuisiner, la manière de conserver. Ça fait partie aussi d'un héritage méditerranéen, peut-être, Jean-Pierre Poulain? Oui, sans doute. Nous, on est au pluriel. Les styles de cuisine sont différents d'un côté à l'autre. Et ils bougent avec le temps. Donc, on est dans des cuisines vivantes. Ces cuisines vivantes, elles s'influencent. Voilà, j'ai peut-être pas grand-chose de plus à dire qu'on est dans une déclinaison de la mise au pluriel.
En tout cas, Nadia Samud, vous, c'est un travail et une déclinaison qui vous intéresse beaucoup, sur laquelle vous travaillez beaucoup, justement, pour présenter ce pois chiche de manière différente, c'est même ne serait-ce que la conserverie, parce que vous avez maintenant une activité de conserve, ce qui peut paraître un peu étrange à l'idée de certains, la conserve méditerranéenne, mais en fait, on n'est pas du tout dans un phénomène d'étrangeté. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu? Non, c'est une méthode culinaire, la conserve, donc effectivement, on ne met pas de conservateur, nous, par exemple, mais on réfléchit justement à l'univers qu'on va transmettre dans nos conserves. Moi, j'en ai fait une conserverie de 3 générations de femmes, avec les recettes de ma grand-mère, celles de ma mère et les miennes aujourd'hui. Et j'avais envie de raconter autour de cette conserverie mon voyage dans cette Méditerranée, avec des cuisines qui vont réfléchir aux légumes, beaucoup. Parce qu'en fait, ce qui est très inspirant aussi, c'est de se dire comment on va transformer ce légume, ou peut le transformer justement, et que dans notre placard de produits, il devienne soit un plat déjà préparé, ce qui est assez génial et ce qu'on fait, mais aussi soit un légume juste conservé et qu'on va venir utiliser à bon escient au moment où on a envie de le mettre dans notre cuisine. Et c'est valable pour les sauces tomates, les préparations qu'on peut faire avec ça, avec la tomate cueillie juste à maturité et qu'on va conserver au bon moment. C'est extraordinaire. Et qui était une cuisine en tant que telle, d'ailleurs. Tout à fait. Parce que vous n'aurez pas la cuisine, enfin la tomate et la purée de tomates que vous feriez lorsque c'est la saison et lorsque vous ouvrez. C'est aussi un travail de cuisinier. Je vous propose justement d'écouter un voisin méditerranéen, puisqu'il s'agit de Laura Zavan. Elle est italienne, elle est auteure culinaire et elle nous parle de la place du légume, justement, et du végétal dans la cuisine italienne. La spécificité de la cuisine italienne, c'est vraiment de mettre à l'honneur ce monde végétal. En effet, dans la plupart des plats italiens, on retrouve les légumes. Pensons aux pâtes, au riz, aux céréales moins connues comme l'épeautre et l'orge, mais qui font quand même partie des céréales très consommées en Italie. Pensons aux tourtes, aux ravioli, aux lasagnes, à la polenta. Voilà, toutes ces préparations sont assaisonnées avec des légumes. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que aussi les plats des céréales et légumineuses occupent une place très importante en Italie. Pensons la pasta fagioli, la pâte et haricots. Les haricots sont vraiment une variété qui est très consommée en Italie. Elle est très répandue dans toutes les localités. On a une variété différente. Et donc ça donne des plats extraordinaires. Et rappelons-nous aussi la pasta e ceci, les pâtes avec les pois chiches, les pâtes avec les lentilles, les fèves et cicoria, que c'est un légume typique des Pouilles, un peu amer. Les cicerchie, ce sont les gesses communes qui sont pas très connues comme légumineuses, mais qui sont très savoureuses. Donc tout ça, ça donne vraiment une biodiversité incroyable. Il faut remercier qui pour cette biodiversité, je me demande. Donc sûrement les climats qui est très favorable parce que la plupart des régions italiennes sont baignées par la mer, il y a la montagne aussi, donc ce qui fait qu'il y a des microclimats très particuliers qui favorisent différentes productions de légumes. Et l'Église catholique peut-être a contribué aussi parce qu'à moitié du XVIe siècle, elle recommandait de manger maigre la plupart des jours de l'année, donc ça veut dire maigre, pas de produits animaux. Donc cela sûrement a favorisé l'utilisation, la production de légumes. L'État italien, on peut dire qu'il est très récent, 1861, donc seulement 160 ans. Ça veut dire que les villes avaient, avant l'État, c'était divisé en royaumes, un petit État. Les villes avaient une importance majeure et les échanges entre la ville et la campagne étaient très étroits. Donc ça veut dire que les légumes qui arrivaient de la campagne trouvaient une place. Ils étaient valorisés sur les tables des familles aisées et voilà. Ils ont pris de plus en plus de valeur pour arriver jusqu'à nous. Moi, ce que j'aime, c'est vraiment proposer cette cuisine, donc cuisine italienne avec plein de légumes et surtout les légumes qu'on connaît un peu moins.
qu'on n'aime pas trop faire parce que ça demande peut-être un peu de travail, mais finalement c'est pas trop difficile, comme les artichauts par exemple. En Italie, on a des variétés, une centaine de variétés d'artichauts qu'on peut faire de toutes crues et cuits de 1000 façons. Après, j'adore les chicorées, l'amertume qui fait partie vraiment du patrimoine italien. Chicorée, on a des salades comme la Trévise par exemple, la Trévise tardive, qui c'est issu d'un savoir-faire et vraiment d'un terroir. Moi, je suis originaire en plus de cette ville, donc forcément, je parle de ça. Ensuite, la cicoria Catalogne, la cicoria Catalogne qui donne la puntarella, c'est des pointes vraiment d'un légume qui est très croquant. Les brocolis raves, les pousses de brocolis, les cime di rapa, qui se traduit par cime di rapa, qui sont très très bons. Voilà, donc je vous conseille d'explorer ce monde italien. Buon appétit! Laura Zavan, donc auteure culinaire, auteure dernièrement d'ailleurs de Italie. Et puis elle avait également fait un voyage à Venise qui était très intéressant. Nous sommes, si vous nous rejoignez, avec Nadia Samut, chef de l'auberge de la Fenière, c'est entre Cadenet et Lourmarin dans le Luberon, et Jean-Pierre Poulain, qui est sociologue de l'alimentation. Alors je trouve que l'intervention de Laura Zavan est très intéressante à plusieurs niveaux, et notamment parce que très rapidement, elle retombe dans ses souvenirs d'enfance et des manières dont elle aime bien manger. Très vite, on sait qu'elle vient de Trévise, et on a vraiment une identification et une personnalisation de cette nourriture pour un sujet qui, à la base, était très large, à savoir le végétal dans la cuisine italienne. Jean-Pierre Poulain, vous en avez pensé quoi? Ah oui, c'est une belle manière de chanter. Une des parties très intéressantes de la cuisine italienne, qui est effectivement tous ces petits plats faits avec des légumes. En même temps, je vais faire le mauvais esprit. Parce que la cuisine italienne, c'est le jambon de Parme. La cuisine italienne, c'est des centaines de fromages. C'est le parmesan, qui sont des œuvres d'art absolument étonnantes. Et c'est vrai que certains produits végétaux avec un peu de parmesan, c'est pas mal non plus. Et faut-il rappeler à Laura que les produits maigres des catholiques, c'était aussi les poissons, c'était aussi le fromage, c'était aussi le lait, etc. Donc, la présentation de Laura est très intéressante du point de vue d'un des talents de la cuisine italienne, qui est de laisser une place importante aux légumes. Mais en même temps, Laura, elle nous parle de notre époque. Elle nous parle de notre époque qui a envie de mettre l'accent sur les dimensions végétales d'une cuisine. C'est bien, voilà, mais on a ici un angle de vue quand même. Oui. La cuisine italienne, c'est beaucoup de choses, mais pas que des légumes. C'est du pain et des pâtes aussi, et donc des céréales. Elle l'a dit très bien, c'est des escalopes milanaises, mais c'est des charcuteries. Voilà, c'est plein de choses. Bien sûr. Nadia Samut, Laura Zavan fait le mélange donc entre les pains, pas du tout entre les céréales et les légumes. Vous travaillez aussi sur le pain. Parce qu'on a peu parlé de céréales encore depuis le début de cette rencontre, mais vous réinterprétez ce pain également. Est-ce que vous pourriez nous en parler? Alors tout à fait, je réinterprète le pain. Mais à grande échelle, j'ai envie de dire, parce que c'est tout un projet. En n'utilisant pas de blé, évidemment, parce que c'est ma problématique, mais je suis intéressée par tout ce qui se fait autour justement des blés anciens et de ce qu'on peut comprendre là-dessus. Je ne suis pas du tout ayatollah du sans gluten, mais c'est mon terrain d'expression. En revanche, du coup, moi, je vais travailler le riz de Camargue, le riz complet, le riz semi-complet aussi. Je vais travailler le pois chiche, la lentille. Je travaille également la châtaigne et le sarrasin. Et en fait, effectivement, je suis allée chercher comment panifier dans mon monde avec des farines qu'on dit non panifiables, c'est-à-dire qui n'ont pas de gluten et donc qui ne créent pas ce maillage, ce réseau de pousse et qui va permettre la pousse du pain. Et donc, je me suis quand même rendu compte que le pain, entre guillemets, était l'alimentation de toutes les civilisations et que donc dans la mienne, j'allais pouvoir en trouver un. Et j'ai réfléchi effectivement dans l'Égypte ancienne, la manière à laquelle on panifiait, où on avait des triticums, des blés anciens qui contenaient très peu de gluten et qui faisaient qu'on avait des pâtes qui étaient très hydratées. Et on les mettait en fait dans
dans des moules en terre cuite, ou enfin en pierre, en terre, et qu'on allait cuire à l'intérieur. Et en fait, je me suis rendu compte qu'effectivement, moi, dans mon monde, le pain également était une pâte beaucoup plus liquide, qu'on ne venait pas pétrir avec un pétrin, mais qu'on pouvait travailler d'une façon différente, dans laquelle je ne mettais pas du tout d'additifs, de gomme ou de colle, comme on peut les trouver aujourd'hui, mais j'allais chercher le mucilage naturel, la colle naturelle végétale qui vient des plantes elles-mêmes, ou d'un sarrasin, par exemple. Et effectivement, j'ai commencé à panifier de cette façon-là, également de manière moulée dans des pots en terre cuite. Et puis, peu à peu, j'ai évolué et aujourd'hui, je forme aussi mes pains, mais j'aime bien cette technique-là parce qu'elle se transmet assez facilement. Et quand on ne connaît pas complètement toutes les farines alternatives, ou différentes en tout cas, on a du mal à venir chercher l'équilibre. Et moi, je transmets cette façon-là. Et ce que j'aime particulièrement, c'est que tous les équilibres peuvent être différents, avec un riz, un sarrasin, et puis une touche de pois chiche, ou celui avec une châtaigne, et on va venir trouver comme ça des goûts et des textures complètement différentes. Et ça, effectivement, ça fait partie de mon travail. Quand je dis que c'est un grand projet, c'est parce que vous en avez parlé. Il y a Commensal, donc où il y a du pain et de la pâtisserie. Vous produisez également vos farines que vous vendez. C'est tout un projet. Jean-Pierre Poulin, la céréale, elle est fondatrice des cuisines méditerranéennes, de notre civilisation. Nous sommes une civilisation, alors on va dire du blé aujourd'hui, mais ça n'a pas toujours été le cas. En tout cas, une civilisation de la céréale. Ah oui, ça c'est une question passionnante. Le blé a une position un peu prestigieuse parce qu'il permettait de faire du pain levé et du pain en pâte. Et ce dont vient de parler Nadia, c'est aussi d'autre chose. C'est qu'il y a une autre tradition du pain qui est le pain liquide. Et le pain liquide, notamment, on utilise des céréales non panifiables. Le sarrasin en est le plus bel exemple. Vous avez dans le Massif central des tourteaux, par exemple, qui sont une sorte de pâte à crêpes, mais sans œufs, juste de la farine et de l'eau, et que l'on cuit à la poêle. Historiquement, ça s'est probablement fait sur des pierres plates. Et on fait lever cette pâte, et c'est quelque chose qui est très moelleux, et est une deuxième tradition du pain, on peut dire. Alors, ce qui fait qu'on a, historiquement, avant le 19e siècle, partout dans ces régions de demi-montagne, très peu de blé, et on cultive des céréales non panifiables. Le sarrasin en est une, et vous connaissez le nom du sarrasin, donc c'est le blé noir, hein. Et on avait également des métailles, on mélangeait du blé et du seigle, mais là on est sur des céréales où on a encore du gluten, et vous avez en fin de compte une double utilisation du pain. On fait du pain dans une fournée, et ça va durer plusieurs jours, et au quotidien, on fait ces crêpes ou ces pains liquides qui vont constituer un élément plus courant. Et cette dualité entre l'univers de la plaine, où on va avoir de plus en plus de pain blanc, et du pain qu'on va manger avec du fromage, de la charcuterie qu'on met dans la soupe, et de l'autre côté, dans l'univers de la montagne, où vont cohabiter du pain blanc mais on n'en a pas beaucoup, donc on va en faire, et on va combiner ça avec d'autres céréales non panifiables. Il y a la partie donc de pain liquide, et puis il y a ce qu'on va appeler les poux. Les poux, ce sont des bouillies, et le mot poux, c'est une onomatopée qui rend compte du bruit que la bouillie fait quand elle bout. Le bruit qui éclate comme ça. Et en vieux français, ou dans les patois, dans le limousin, mais le limousin c'est le provençal comme langue. Donc on va appeler ça, par exemple, les poux de chivade, qui sont des poux d'avoine. Et on a toute une multitude de plats comme ça, qui sont des bouillies. Ces bouillies, on les plaque, on peut les cuire ensuite en les faisant passer à la poêle. On s'en sert accompagnement de sucré ou accompagnement de salé. Et c'est en fin de compte ce qui est l'ancêtre de la polenta. Parce que la polenta, c'est quelque chose qui se fait avec du maïs qui arrive d'Amérique du Sud. Et donc, avant, on a ces techniques culinaires qui sont le pain liquide et les bouillies qui forment des aliments quotidiens. Le millat qu'on a par exemple du côté de toulousain est une
Mia, vous voyez la racine, on pense que ça vient de maïs. En réalité, ça vient de mil. Le mil, qui était une céréale autochtone, non panifiable. Alors les céréales, c'est absolument passionnant, parce qu'on a une diversité et on a une cartographie de l'usage des céréales. C'est-à-dire d'une vallée à l'autre, on ne va pas forcément utiliser exactement les mêmes. Et on voit comment l'alimentation, à nouveau ici, sert d'étendard, sert d'éléments qui marquent des cultures, et combien des techniciens, des professionnels vont essayer de faire avancer pour pouvoir continuer à manger des produits de cette nature. De ce point de vue-là, pour conclure, le 19e siècle et la montée en charge d'une agriculture plus moderne, avec des intrants capables de produire du blé dans des endroits où on ne pouvait pas le faire auparavant, elle va faire passer hors champ tout un ensemble de techniques qui étaient utilisées sur les céréales non panifiables. Et c'est très bien qu'aujourd'hui, des chefs s'embarquent à la redécouverte. Vous avez poussé dans les années 80, dans certaines régions, la redécouverte de l'usage de ces céréales non panifiables qui sont absolument intéressantes du point de vue gustatif. Ça ouvre les yeux complètement et ça ouvre le champ des possibles également. C'est un peu votre démarche aussi. On l'a bien compris, Nadia Samut, ça doit être assez enthousiasmant d'ailleurs. Vous avez une formation de chimiste, alors du coup la curiosité peut s'exprimer concrètement, mais justement ce champ de pouvoir proposer d'autres pains, parce qu'on peut continuer à manger un pain au blé avant de venir chez vous, puis découvrir d'autres farines une fois qu'on est à votre table. C'est jubilatoire. Ça a suscité quelle réaction aussi éventuellement ? Pour moi, c'est extraordinaire, évidemment, puisqu'en fait, dans un monde non panifiable, on pensait qu'on ne mangeait pas de pain, donc forcément, c'était un vrai sujet. Mais non, c'est l'infini des possibles, et c'est l'infini des possibles des expériences gustatives, culinaires, mais également agricoles, en fait. Et c'est ce que je trouve le plus jouissif et le plus génial, en fait, derrière tout ça. Effectivement, au départ, si on considère que le pain est une baguette, effectivement, on va dans un autre référentiel. Mais ce que j'aime, justement, c'est ce dont vient de parler Jean-Pierre, c'est cette diversité et cette réalité, en fait, de ce qu'est le pain à table, en fait. Oui, et sa signification et sa symbolisation aussi, sa symbolique. C'est ce qui me touche beaucoup. Ouais, vous êtes très active également. Vous êtes en train de construire, et c'est ça, nous, on a la chance d'assister à ça, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que vous êtes en train de construire un écosystème autour de votre territoire, et donc en travaillant aussi à la relance de certaines activités qui étaient presque disparues. Je pense, je fais un saut du pain à l'amande, mais bon, on est dans la production agricole. En quoi, justement, votre démarche est importante et en quoi c'est fondamental pour vous de pouvoir, si ce n'est maîtriser, en tout cas accompagner toutes les productions qui vont justement rentrer dans votre cuisine, dans votre monde? Aujourd'hui, c'est une vraie démarche de filière, si je peux dire ça comme ça, puisque en amont jusqu'en aval, on réfléchit à toute l'utilisation effectivement des ingrédients sur lesquels on va travailler, en tout cas dans cette ruralité, je dirais, positive et très, je dirais, inspirante. Donc oui, l'amande en fait partie, la pistache aussi en fait partie, mais la grenade en fait partie en Provence aussi. Et j'ai effectivement cette réflexion avec des agriculteurs, avec des projets agricoles sur le territoire, qui sont aussi inspirants pour la cuisine. Mais au-delà de la cuisine, c'est pour nourrir l'autre, réfléchir à la manière à laquelle on nourrit les personnes qui sont sur ces territoires et la manière à laquelle on leur transmet ce que l'on va faire. Par exemple, la grenade, nous, effectivement, en Provence, il y en avait certainement historiquement, mais ce n'est pas forcément quelque chose dans notre cuisine où on en parle beaucoup. On parle de la grenade dans les pays comme la Turquie, par exemple, où on va utiliser cette mélasse de grenade ou la grenade pour assaisonner certains plats ou pour venir apporter ce petit croquant et cette douceur, en même temps un petit acidulé d'ailleurs. Et je trouve que c'est intéressant de s'interroger justement sur la place de ces ingrédients et de les faire revenir dans notre territoire agricole et dans la manière de les cultiver aussi. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes agriculteurs qui vont reprendre la
la suite effectivement de leur famille et leur expliquer à quoi cela va servir et comment on l'utilise dans la cuisine et comment c'était utilisé aussi, je trouve que ça accompagne en fait leur démarche et ça c'est enthousiasmant et aujourd'hui je pense que nos territoires peuvent se faire forts justement de ces agricultures très ancrées et historiques sur lesquelles on peut revenir. L'amande en fait partie, c'est extraordinaire. Ouais, un mot peut-être du pois chiche, votre Ce fameux. Non, parce que dans la transmission aussi, parce que vous travaillez avec un lycée agricole, il y a une vraie transmission qui s'opère peut-être pour la redécouverte d'une légumineuse qu'on avait peut-être un peu oubliée et dont on se rend compte en fait qu'elle est un peu en tout cas que c'est totalement méditerranéenne et totalement logique de la retrouver dans nos assiettes. Effectivement, on peut travailler le pois chiche dans notre localité et dans cette localité-là et puis faire que d'ailleurs toutes les autres localités méditerranéennes aient envie de l'utiliser. Et comme le disait très bien Jean-Pierre, c'est qu'il y a des techniques culinaires entre guillemets qui se sont mises en place parce qu'on produisait tels et tels ingrédients. Et moi, c'est mon cas. Aujourd'hui, je me suis dit, ce pois chiche, il régénère les sols, il va nous permettre de faire des rotations, il va utiliser peu d'eau, etc. Et je me suis dit, si aujourd'hui on devait penser à cette réalité écologique et à la biodiversité dans nos régions, par exemple, le pois chiche serait une des plantes, entre guillemets, que j'aimerais, sur laquelle j'aimerais travailler, pour laquelle j'aimerais rechercher, pour créer un univers autour de ça. Et effectivement, moi, je suis partie du pois chiche que je moue dans mon moulin, pour lequel je récupère les flocons et avec lesquels je vais travailler. Je vais utiliser aussi cette semoule de pois chiche pour en faire peut-être de la biscuiterie ou d'autres choses d'ailleurs. Et puis derrière, je vais faire peut-être une fermentation du pois chiche comme un miso qu'on aurait pu faire de soja au Japon d'ailleurs. Et puis je vais aller le réfléchir dans son entièreté. Je l'utilise énormément en pâtisserie où je suis venue travailler sur ce qu'on appelle le tohu en Birmanie, qui est un tofu de pois chiche. Et je vais utiliser cette matière qui va complètement dans le végétal m'apporter des textures extraordinaires. Et ce n'est pas des textures, je dirais, de substitution. Ce sont des textures qui s'expriment elles-mêmes par l'ingrédient. Et encore une fois, là, on est complètement dans cette cuisine méditerranéenne, c'est-à-dire celle qui s'inspire naturellement de sa culture. Donc oui, j'ai la chance de travailler aujourd'hui avec le lycée agricole qui s'appelle Pétrarque à Avignon et sur les terres du lycée aussi agricole de Lille-sur-la-Sorgue. Et puis, on travaille également donc à la production du pois chiche. On était en conversion pendant les 2 dernières années et aujourd'hui donc c'est 7 tonnes de pois chiche bio, sans pesticides et propres, et sur lequel on réfléchit sur ces rotations et sur l'intelligence de la rotation dans toute la filière. Alors juste pour ôter de tout esprit, oui, le pois chiche ce n'est pas seulement le houmous et cette purée avec de l'ail, ça peut être aussi du citron et du tahiné, ça peut être aussi, Nadia Samut, des gâteaux. Oui. Donc faites-nous envie juste 2 secondes, comme ça on se... Moi j'aime bien travailler effectivement le sablé au pois chiche avec un peu de farine de riz et derrière je vais mettre fenouil et citron confit. C'est des réflexions que je peux avoir complètement, mais le pois chiche est extraordinaire et le pois chiche fermente légèrement et rapidement et du coup on va pouvoir aussi venir trouver cette intensité du vivant là-dedans et utiliser cette saveur comme une saveur dans ce qu'on va faire, donc dans la biscuiterie effectivement, dans des gâteaux aussi, dans du pain extraordinaire. Et j'aime d'ailleurs faire un travail sur la feuille de pain à la farine, au pain au pois chiche, que je vais faire comme une gavotte. Donc je vais l'immerger dans un petit peu de café de pois chiche, une torréfaction de pois chiche extraite, et puis je vais en faire une gavotte au pois chiche et au pois chiche. Donc c'est extraordinaire, mais on a de manière prédisposée des goûts, des madeleines de Proust, et des goûts qui sont, je dirais, programmés un petit peu avec des souvenirs gustatifs qui sont parfois très lointains, mais qui, quand on le regoute, vient comme ça apporter aussi un réconfort, je trouve. Et c'est aussi ça que j'aime dans cette cuisine, pour moi, méditerranéenne, c'est que j'arrive à retransmettre des goûts qui sont des souvenirs pour moi, ou peut-être parfois même des choses que je n'ai jamais goûtées, mais que je l'ai simplement senti et que j'ai envie de retranscrire, transmettre. Et je crois que ça aussi, c'est libérateur de sérotonine, quelque part, et de bonheur. La sérotonine, c'est la petite molécule du bonheur. Construire un monde meilleur, en tout cas. Jean-Pierre Poulain, on a entendu très clairement qu'en fait, à partir du moment où nous avons des recettes, pour adopter aussi les ingrédients et les différentes composantes de ce qui nous entoure et d'un territoire, la recette, c'est un peu la clé. Que ce soit la recette du village voisin, la recette du département voisin ou de la région voisine.
Oui, il y a plusieurs dimensions. D'abord, pour qu'un produit soit accepté, il faut qu'on ait des usages disponibles. Vous savez, quand la pomme de terre arrive, elle arrive au moment où, justement, cette séparation entre les plaines et les zones de montagne s'est opérée et où les modèles alimentaires en zone de plaine ont basculé vers le pain, les charcuteries, les fromages et les légumes dans la soupe. Et alors qu'en montagne, on est dans une polyculture, il y a beaucoup plus de produits et beaucoup plus de recettes. Et notamment, il y a des recettes disponibles pour les céréales non panifiables. Lorsque la pomme de terre arrive, dans les plaines, on essaye d'en faire du pain. Ça marche pas. On attrape la chiasse, on dit c'est pas bon, on donne ça au cochon. Et dans les zones de demi-montagne, alors on va y essayer les recettes disponibles, celles qu'on utilisait pour les céréales non panifiables. Et notamment, il y a les galettes. Les galettes, c'est l'utilisation de ces céréales, comme le mil, qu'on fait cuire à la poêle. Et on l'applique à la pomme de terre et ça va donner les ancêtres de ce qu'on appelle les pommes d'Arfin dans la cuisine moderne, qui s'appelle le miyasu. C'est intéressant, regardez, miyasu, la racine c'est miya, c'est le mil. Et on utilise avec les pommes de terre dans le Limousin. On va utiliser, on va en faire des boules de pâte, comme ce que l'on a dans ces boules qu'on met dans le bouillon, par exemple, qu'on va avoir en Alsace, qu'on appelle les poules 16 dans le centre de la France, qui veut dire la poule sans eau. C'est une boule de pâte qu'on met à l'intérieur du bouillon. Un clin d'œil à Henri IV, nous on est tellement riche qu'on ne peut pas se payer une poule, mais on met un morceau de pain. C'est l'ancêtre de la mie. C'est boule de pâte. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que les recettes, ça permet d'accepter ou pas des produits, parce qu'on a une matrice pour commencer à les utiliser. Ensuite, on a ces professionnels qui incarnent aujourd'hui Nadia, qui sont des gens qui vont chercher. Et à la fois, ils sont entre tradition et innovation. Ils essayent de voir comment, quand les recettes traditionnelles ne marchent pas très bien, comment on peut les déplacer, les déporter. Et il y a des inventions qui s'opèrent dans l'histoire de la gastronomie. Mais j'ai bien senti que vous m'appeliez sur autre chose. M'appeliez sur le fait que les recettes, elles permettent de marquer des identités à des niveaux différents. Et si vous voulez mettre la pagaille à Marseille, vous demandez une recette de vraie bouillabaisse. Est-ce qu'on démarre la bouillabaisse à froid ou est-ce qu'on démarre la bouillabaisse avec l'eau bouillante? Et là, vous avez des explications à n'en plus finir, toutes documentées, intéressantes, avec les mecs qui reviennent de la pêche avec les petits bateaux. En fin de compte, il n'y a pas de recette. Ou en tout cas, il n'y a pas de vraie recette. Il faut abandonner cette idée-là. En réalité, les recettes sont des matrices qui permettent de faire varier autour d'un ensemble un peu cohérent pour permettre tout un jeu de nuances qui vont marquer des différences. Alors si je prends le cassoulet de chez moi, quand je suis à Paris, eh bien j'assume d'être un mangeur de cassoulet et j'assume toutes les variations régionales. Si je suis à Toulouse, oh là là, entre Castelnaudary, Carcassonne, Albi, que de nuances. Et quand je suis à Carcassonne, alors la grand-mère de mon meilleur ami qui met des oreilles de cochon dans son cassoulet, ça n'a strictement rien à voir avec celle de ma mère, etc. Et donc on voit ici comment la même recette va permettre, sur des échelles territoriales différentes, d'affirmer des identités qui sont plus ou moins variables et qui sont très intéressantes parce qu'elles sont poreuses, parce qu'elles permettent de ne pas se resserrer dans des micro-identités. Alors ça, c'est le grand jeu, l'intérêt des recettes. Et Claude Lévi-Strauss avait une formule fabuleuse pour les mythes. Il disait, arrêtons de chercher le vrai mythe. Le mythe, c'est la somme de ses variantes. Et je pense qu'on peut appliquer cette grille de lecture sur les recettes de cuisine. En réalité, la recette de cassoulet, la recette de bouillabaisse, cette très grande recette, la recette de couscous, c'est en fin de compte des matrices qui permettent des variations
et que la recette, eh bien, c'est l'ensemble de ces variations permises par cette structure. Et Jean-Pierre Poulin, je conclurai presque en disant que l'avantage de discuter de recettes, c'est qu'on est ensemble autour d'une table et qu'on argumente et qu'on débat et qu'on discute et qu'on n'est pas d'accord et qu'on se réconcilie. On est d'accord? Mais là, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Merci en tout cas beaucoup à tous les deux, Nadia Samut, à l'Auberge de la Fenière. Votre livre, Construire un monde au goût meilleur, est publié chez Actes Sud. On peut le trouver. Il est très très beau avec les photos de Anne-Claire Hérault et coécrit avec Paul Massot, la journaliste spécialiste en alimentation durable. Tout à fait. Jean-Pierre Poulin, quel livre pouvons-nous conseiller à ceux qui nous regardent ce soir? Moi, j'ai beaucoup aimé le dictionnaire. Bon, ben alors, les sociologies de l'alimentation, peut-être, Ah oui, la sociologie de l'alimentation, publié chez aux presses universitaires de France. Merci beaucoup à vous deux, et puis merci à vous tous de nous avoir regardés et suivis ce soir. J'espère que ce débat vous aurait intéressé. En tout cas, vous pourrez le poursuivre dans les commentaires, juste en bas de la page. Et je vous rappelle que les deux précédentes rencontres, vous pouvez également toujours les voir, puisqu'elles sont en ligne sur la chaîne de YouTube. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.